D'accord. Je vous remercie. Bon, donc je remercie le professeur Blanco et l'université d'Orléans de cette invitation. Je signale que la ville d'Orléans ne m'est pas du tout inconnue. J'ai débuté mes études supérieures à Orléans et aussi j'ai été nommé président de chambre au tribunal administratif d'Orléans pendant 2 ans pour prendre mon grade de président. Alors, l'oralité devant la Cour nationale des droits d'asile paraît une évidence pour ceux qui la connaissent. Si par hasard quelqu'un venu de Sirius ou ignorant totalement la CNDA, voire un Huron qui ne se déplacerait pas au Palais Royal mais dans une salle d'audience de la CNDA, l'impression immédiate qui serait la sienne serait celle d'un royaume ou d'un empire de l'oralité. Mais effectivement, cette apparence correspond-elle à une réalité? Si vous voulez, cette caverne de Platon renvoie-t-elle à une lumière éclairée par l'oralité, au contraire, par une procédure en réalité écrite dans les textes ou pour moduler l'instruction ou pour prendre les décisions? Je ferai une intervention en 3 points aussi succinctes que possible. Effectivement, l'oralité devant la Cour nationale du droit d'asile semble dominante. Toutes les apparences sont pour une domination de l'oralité, mais effectivement, une procédure écrite restreint assez largement ces apparences d'oralité. Je signale d'emblée que pour la Cour nationale du droit d'asile, le turning point, si vous voulez, le point en quelque sorte d'évolution chez nous, ce n'est pas la loi du 30 juin 2000 sur les référés que j'ai bien connus par ailleurs. Il n'y a pas de référé devant la Cour nationale du droit d'asile, mais c'est effectivement le décret dit vigoureux dans nos jargons internes, c'est-à-dire le décret 2013-751 du 16 août 2013, qui a en quelque sorte défini une procédure chez nous. Et cela dit, il faudra conclure certainement par un 3e point où il est clairement dit qu'il y a un équilibre peut-être instable, mais dynamique entre les textes qui prévoient plutôt, disons, une certaine réalité de la procédure écrite et les pratiques qui sont fluctuantes, mais qui donnent toute leur place à leur oralité, même si depuis le décret d'Ivigourou, donc depuis 2013, en réalité, l'oralité est reconnue dans les textes et pas seulement dans la pratique. Alors, si on se place d'abord sur le plan de l'apparence, la première apparence et même de la réalité, puisque l'apparence n'est pas seulement une théorie devant la Cour de Strasbourg, devant la CNDA, l'oralité est une apparence et une réalité. Mais en tout cas, une apparence, ça c'est certain. Alors, chacun peut savoir que la Cour nationale de droit d'asile est une cour de compétence nationale spécialisée dans les requêtes contre les refus de protection internationale, mais aussi pour les décisions de fin de protection. Par protection internationale, on entend, je précise tout de suite, à la fois les statuts de réfugiés au sens de la Convention de Genève, mais aussi les protections subsidiaires au sens de la directive qualification de l'Union européenne, dont il existe 2 rédactions, une en 2004, une en 2011. Et donc, alors, il faut bien voir que chez nous, c'est en France, si on a l'audition du requérant reste le requérant, demandeur d'asile, demandeur d'une protection internationale, reste le régime de droit commun. Ce qui est loin d'être le cas dans tous les autres États qui pratiquent en réalité la protection internationale, y compris dans l'Union européenne. Je pourrais analyser le cas de l'Irlande, que je connais bien, où l'audience n'est pas de droit commun. L'audience est exceptionnelle et la procédure, disons, non publique et souvent sans audition réelle du requérant est la norme. Alors, chacun peut aussi se douter qu'il y a problème de composition. La composition dominante en audience dans la CNDA est bien le juge collégial de 3 juges. Mais depuis une loi du 29 juillet 2015, bien connue chez nous, donc qui a réformé tout ce système, le juge unique est possible pour 30 à 40% des audiences. Il y a un autre régime qui est celui de l'ordonnance, mais j'en parlerai, qui existe comme partout, j'en parlerai plus tard. Alors, le déroulé de l'audience est défini par les dispositions de l'article R732-42 du CESEDA, c'est-à-dire du Code des étrangers et des droits d'asile, qui dit clairement que le rapporteur donne lecture du rapport qui analyse en toute indépendance l'objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties sans prendre parti sur le sens de la décision. Après lecture du rapport,
et sauf si le conseil du requérant demande à présenter ses observations, la formation du jugement peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer. Alors ça, c'est essentiellement depuis le 1er septembre 2013, où d'une part, le rapporteur ne conclut pas dans le sens du rejet ou au contraire de l'annulation, et par ailleurs, l'avocat s'exprime après les questions de la formation du jugement et non plus avant, comme c'était le cas avant le 1er septembre 2013, donc en réalité avant l'entrée en vigueur du décret de Vigoureux. Alors, le président dans l'ordre, le président de la formation du jugement donne la parole au requérant et au représentant de l'OFPRA, office, enfin que vous connaissez sans doute, Office français de protection des réfugiés et apatrides, si jamais celui-ci est présent. Ce n'est presque jamais le cas, je dois le souligner. On espérait en 2013 que dans 6% des audiences, le représentant de l'OFPRA sera présent. Il n'en est rien en réalité. Il ne se présente que dans certaines affaires majeures du point de vue, de l'enjeu jurisprudentiel notamment, et dans les fins de protection internationale, ce qui existe depuis la loi du 29 juillet 2015, et non pas, c'est-à-dire la cessation, si on veut être extrêmement simple pour l'instant, de cessation décidée par l'OFPRA du statut ou de réfugié ou de la protection à l'instant. L'audition, alors je dois souligner un point qui existe aussi dans d'autres juridictions, mais qui doit être souligné. L'audition du requérant précède immédiatement le délibéré, ce qui donne en réalité dans les pratiques, sinon dans les textes, un pouvoir absolument officieux, mais réel, décisif sans doute à l'oralité. Alors, par ailleurs, bien qu'il n'y ait pas dans la directive procédure, l'actuelle rédaction datant du 26 juin 2013, cette procédure devant la CNDA et devant les juridictions d'asile dans l'Union européenne, d'obligation absolue d'organiser une audition, et l'Irlande, par exemple, en profite pour ne pas en organiser, souvent. Le principe a bien été posé par la jurisprudence de la CJE du 9 février 2013, donc c'est 2017, pardon, le 9 février 2017, M contre Irlande, donc affaire C 560/14. Donc c'est par hasard si c'est une affaire irlandaise, puisque le demandeur d'asile doit pouvoir, c'est une faculté, s'expliquer oralement, y compris en matière de protection subsidiaire et pas seulement de statut de réfugié Genève, lorsque cela est nécessaire pour expliquer les circonstances de l'affaire ou des pièces du dossier. Donc c'est extrêmement clair. La possibilité d'une audition, c'est une norme européenne et les normes de l'Union européenne sont devant la Cour nationale de droit d'asile absolument, on pourrait dire, sont dominantes à certains égards, imprègnent toute notre procédure. On est obligé de les transposer et de les appliquer par ailleurs en tout état de cause. Alors le fameux décret Vigoureux que j'ai signalé tout à l'heure, donc de 2013-751 du 16 août 2013, est marqué dans son ensemble par, d'une part, le renforcement du caractère contradictoire de la procédure, avec simultanément, c'est ça qui est un peu complexe à comprendre dans ce décret, une reconnaissance du rôle de l'oralité dans la procédure et une définition claire dans un sens de ses limites, ou en tout cas du rôle de la procédure écrite dans la demande d'asile. Alors, pour ceux qui voudraient s'initier à ce décret, je l'ai moi-même analysé dans le numéro de la JDA du 2 décembre 2013, donc sur cette réforme du décret Vigoureux. Alors, l'oralité, il faut aussi souligner tout de suite, avant de passer à ces limites éventuelles, peut engendrer, et ça c'est un phénomène qui existe dans d'autres juridictions, une procédure écrite dans une sorte de dialectique. L'oral engendre l'écrit, et l'écrit génère une certaine oralité possible. L'article R 732-51, l'ancien R 733-29 du CESEDA, qui était absolument phare, qui est au cœur du décret Vigoureux, souligne la possibilité d'un supplément d'instruction post-audience au regard de certaines déclarations faites à l'audience et pour éclairer les simples faits qui ont été soulevés à l'audience. C'est une procédure qui n'existe pas dans les tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel, c'est-à-dire que il n'y a pas de renvoi, il y a simplement communication aux parties d'une sorte de question, si on veut parler simplement, sur un point déterminé soulevé par l'audience. Le délai est strictement fixé par ce texte, 30 jours, et au bout de 30 jours, de deux choses l'une, ou bien la formation de jugement décide, ou bien elle convoque une nouvelle audience, mais dans les strictes limites du supplément d'instruction ainsi dégagé, donc par
au terme de l'audience. Donc là, vous avez le mixte, vous avez peut-être la mesure phare qui singularise la Cour nationale des droits d'asile dans sa procédure actuelle, dans ce mélange d'oralité et d'écrit. Donc, alors certes, j'entends bien que la procédure écrite restreint, dans une certaine mesure, on peut l'admettre, ses apparences ou ses réalités de l'oralité. D'une part, il est certain que, du niveau du principe, c'est écrit dans les textes, mais c'est réaffirmé, la Cour nationale des droits de l'île reste une juridiction administrative, certes spécialisée dans l'asile, mais son caractère administratif n'est pas toujours évident. Certains pays, je signale pas l'Italie, a défini dans sa constitution de 1947 l'asile comme un droit subjectif qui est jugé par les cours civiles, alors que les titres de séjour sont jugés par une juridiction administrative du Conseil d'État italien. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur ce point, mais je ne continue pas sur le cas italien. Alors c'est justement parce qu'en fait l'oralité avant le décret Vigouroux a été foisonnante, peut-être un peu allait dans tous les sens, qu'on a dans le groupe de travail de Monsieur Vigouroux entre 2011 et 2013 a travaillé 2 ans pour essayer de canaliser le caractère oral de la procédure, les réalités de l'oralité, tout en définissant une sorte de cadre général de la procédure écrite. Alors là, certes, de nouvel article qui est actuellement depuis la nouvelle codification du 1er mai 2021, R533 42 et son alinéa 5 du CESEDA, toujours du Code des étrangers de l'asile, explicite la reconnaissance de la phase orale de la procédure. Le 5e alinéa dit bien que les parties ne peuvent présenter oralement toute observation utile que dans la mesure où elles sont propres à éclairer leurs écritures. Cette disposition consacre le principe jurisprudentiel selon lesquels les moyens ou circonstances de fait invoqués oralement par les parties ne sont pas pris en compte par le juge de l'asile s'ils n'ont pas été confirmés par écrit. Voir l'arrêt du Conseil d'État, donc 14 mars 2011, AMAD numéro 329 909. Alors, entendons-nous bien ce point et doit être complété par ce que j'ai dit sur l'article R732-51. C'est-à-dire, il est possible de faire un supplément d'instruction post-audience, mais à la lumière de ce qui a été révélé à l'audience. Donc, l'oral ne peut appuyer que l'écrit, mais inversement, l'oral peut susciter un écrit, comme je l'ai précédemment expliqué. Alors, il ne s'agit à la fois, donc, si vous voulez, notre procédure et le décret Vigouroux qui en constitue encore le pivot chronologique et même, on pourrait dire, central dans la réécriture de ces états, constitue donc à la fois un rappel du caractère écrit de la procédure devant la CNDA et une certaine reconnaissance de l'importance de l'oralité, comme je l'ai dit. Et c'est un point à souligner qui est propre à ce point-là alors, il faut préciser aussi que le supplément d'inscription post-audience, si une nouvelle audience est ordonnée sur le point précis, cela ne peut se faire que dans la même composition que lors de la première audience, pour éviter les détournements possibles et les manipulations. Par exemple, on ne saurait jurer de rien, du président qui voudrait recomposer sa formation de jugement pour aboutir à certaines solutions. Alors, il y a effectivement malgré tout une exception, il faut le dire, au caractère oral. C'est le cas particulier des ordonnances, et principalement des ordonnances dites nouvelles. Alors, certes, il y a des ordonnances dites traditionnelles ou anciennes, c'est-à-dire, comme devant toute juridiction administrative, désistement, non-lieu, incompétence, irrecevabilité, dont la tardivité qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Mais s'agissant des ordonnances dites nouvelles, comme partout devant les juridictions administratives, il s'agit de l'hypothèse de requête supposée sommaire et dont les chances de succès devant le juge de l'asile sont marginales. Alors, ces ordonnances sont source de controverses juridiques. Certes, la jurisprudence de la CJUE l'admet en quelque sorte, leur compatibilité avec le droit de l'Union, voire CJUE, décision arrêt du 28 juillet 2011 Samba Diouf, mais sous réserve d'un strict contrôle juridictionnel toujours possible. Alors, il faut bien préciser que c'est pas rien. Chez nous, c'est entre 25 et 35% en réalité des affaires traitées devant la CNDA passent en ordonnance. À certaines années, c'est 35%. Ça a été en 2018 pour des raisons particulières sur lesquelles je peux revenir, mais qui sont. Alors, il en résulte donc chez nous, à la CNDA, un fragile équilibre entre les textes et la pratique, mais qui est contrôlé en réalité par
les règles de l'Union européenne. Là, j'ai un point à souligner qu'on ne souligne jamais assez, c'est que toutes, en réalité, nos règles de fond ou de procédure sont en réalité régulées par l'Union européenne dans ces deux directives, qualification, qu'elle fait déjà allusion, et procédure, donc qui ont deux rédactions successives. Je ne reviens pas sur les deux rédactions, mais en substance, pour ce qui nous intéresse, elles sont identiques. Alors, un exemple frappant de cette problématique, c'est de surveillance. Par exemple, la décision de la CJUE du 26 juillet 2017, Moussa Sako contre Italie, donc affaire C 348/16, une juridiction d'asile saisie d'une demande donc de protection internationale, comme toujours, peut effectivement se décider au vu de ça, des seuls documents écrits, y compris la transcription d'un entretien préalable de l'OFPRA, et donc ne pas procéder elle-même à une audition du demandeur, mais, à condition toutefois de respecter les dispositions de la directive procédure là, dans sa dernière rédaction, donc 26 juin 2013, qui dans les articles 40 à 46 en fait prévoit beaucoup de garanties, de sorte que cet arrêt a été lu ici comme potentiellement signifiant il ne faut pas exagérer dans votre absence d'audition et peut-être dans votre pratique d'ordonnance. Donc ça a été lu avec inquiétude dans la juridiction ici. Et dans le même esprit, bon, j'ai déjà cité l'arrêt Diouf de 2011 aussi, c'est une sorte de mise en surveillance, et l'arrêt irlandais du 9 février 2017, donc MC contre Irlande, donc du 9 février 2017, parce qu'un pays comme l'Irlande qui pratique peu l'audition et peu l'audience publique, en réalité, dans le domaine de l'asile, je dis bien dans le domaine, c'est autre chose, est en quelque sorte sous surveillance de la juridiction de Luxembourg, parce que en quelque sorte, à chaque fois, il s'agit de vérifier, potentiellement de vérifier si, étant donné les données de l'affaire, on peut résoudre l'affaire par les seuls documents écrits. Et si on ne peut pas, on se trouve en c'est pas le mot, hein, on méconnaît en réalité la directive procédure, pardon, donc notamment ces articles 40 à 46 actuels. Et en réalité, on voit bien que le système de la Cour de Luxembourg qui nous surveille de ce point de vue-là est bien une sorte de mise sous limitation ou presque sous tutelle, ce serait peut-être exagéré ou malveillant, mais de l'oralité. L'oralité doit, une mise en surveillance du seul usage de l'écrit. L'oralité doit toujours être une possibilité ouverte dans le domaine de l'asile. Et donc, on pourrait conclure ainsi, l'oralité reste malgré tout, avant et après le décret Vigourou, donc du 16 août 2013, 1025-751 que j'ai cité, une sorte de marque de fabrique. De même qu'on dit que parfois l'ancien commissaire de gouvernement rapporteur public est une sorte de marque du juge administratif français, on pourrait dire que l'oralité accentuée et comme élément normal de la procédure est une sorte de marque de fabrique de la juridiction de l'asile française. Alors évidemment, on pourrait sourire. Est-ce que on ne trouve, certes, certains diraient, on ne trouve cette importance de réalité qu'en droit pénal. Pourtant, nous sommes en droit administratif. Alors, on pourrait sourire, les Italiens auraient eu raison depuis 1947 de confier le contentieux de l'asile aux juridictions civiles, bon, qui ne sont pas pénales, certes, j'entends bien, mais qui sont supposées garantir un droit subjectif. Les Italiens, parenthèse, ont établi ce système parce qu'à la lumière de leur expérience de période fasciste, leurs juristes exilés aux Pays-Bas ont théorisé le droit international de l'asile et ont considéré que c'était un droit subjectif. Ce n'est pas effectivement, notre analyse, hein, comme vous savez, en droit français. Alors, d'une manière générale, on peut dire que le droit d'asile est effectivement un peu le droit des étrangers qui parfois peut lui être similaire, droit du séjour, si vous voulez, au sens large, est marqué quand même par cette tendance à l'oralité. La CJE, par exemple, je relève que des arrêts comme le 5 novembre 2014, Moukarou-Bega contre préfet de police, instituaient l'idée, et avec d'autres arrêts de la Cour de Luxembourg de 2013 à 2017, que entendre un étranger, notamment un demandeur d'asile, et beaucoup d'étrangers passent par la phase de la demande d'asile une fois au moins dans son cursus de l'entrée dans le territoire, à d'éventuelles mesures d'éloignement, donc une audition au moins, mais qui peut être devant une cour de justice, dont la CNDA, une seule audition devant la CNDA, à la limite, est peut-être suffisante, mais peut-être nécessaire, suggère peut-être la Cour de Luxembourg, dans un cursus d'étrangers qui notamment est souvent marqué par une demande d'asile. Et donc,
je dirais que la Cour nationale des droits d'asile, qui s'efforce par ailleurs de se spécialiser et d'être attentif notamment à ce qu'on appelle la vulnérabilité, c'est-à-dire les particularités dues aux maladies psychiques, au traumatisme post-torture, pour faire simple, ou post-traumatique on dit, mais c'est souvent à la suite de torture, eh bien une instance qui a, avant même le décret Vigouroux, mais même depuis, certes avec un encadrement assez spécifique, su illustrer l'importance de l'oralité en droit public français. Donc, alors, je peux préciser les points si c'est nécessaire. Pardon. Oui. Est-ce que vous m'avez entendu? Là, les dernières phrases, non, on vous a applaudi parce qu'on ne vous entendait plus et qu'on a vu apparaître une fiche indiquant merci de votre attention. Donc, oui, vous avez la parole, mais là, allez-y. Oui. Non, disons, j'ai exposé l'essentiel de mon propos. Alors, simplement, le décret Vigouroux, dont j'ai souligné l'importance, est effectivement au carrefour de notre droit, enfin de notre procédure devant la Cour nationale de droit d'asile. Alors, je me permets d'éclairer l'actuel article R732-51, qui est l'ancien R733-29 du CESEDA. Il a bien pour objet d'instituer chose nouvelle qui n'existe pas dans les autres juridictions administratives, un supplément à l'instruction post-audience, qui était un mélange d'oral et d'écrit. Alors, pour donner un exemple très concret, supposons que dans une audience, il y a des individus qui se déclarent victimes de Boko Haram. Nous disent, oui, je suis une victime de Boko Haram dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. La question qui peut surgir, c'est, cette personne est-elle originaire de l'état première question, factuelle, de l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Alors, il y a des bifs. Comment procède le juge de l'asile? Il essaye d'abord sa méthode dite de la crédibilité. Si vous voulez, c'est un projet Credo qui a existé dans les années 2011-2013 devant la CNDA, en coopération avec le juge de l'asile de nombreuses autres cours de l'Union européenne et même du monde entier, Australie, Nouvelle-Zélande. Et il s'efforce d'abord de considérer, de s'interroger. Est-ce que la personne qui est devant moi tient-elle des propos cohérents, précis et plausibles? Chacun de ces points mérite analyse. S'agissant de la plausibilité, pour venir de l'état de Borno, Borno c'est M-B-O-R-N-H-O, il y a d'abord l'usage de la langue. La langue parlée à Bordeaux n'est pas celle qui est parlée à Kano dans le nord du Nigeria, ce n'est pas la langue qui est parlée au centre du Nigeria. Donc par exemple le Yoruba, ce n'est pas etc. Donc si ces points ne sont pas réunis, si la langue parlée paraît curieuse, on demande des explications. Pourquoi parlez-vous telle langue? Et progressivement, la question peut surgir, la personne vient-elle réellement de l'état de Bordeaux? Si devant, généralement ces affaires sont collégiales, puisqu'il s'agit d'affaires qui ne sont pas des affaires de réexamen, le Nigeria n'est pas sur la liste des pays d'origine sûre, au sens du CESEDA, donc, qui est une norme européenne qui a été transposée. Il y a une liste qui a été fixée par un arrêté du 9 octobre 2015 qui fixe une liste d'États supposés d'origine sûre. Donc c'est pour ça que dont les pays des Balkans du Sud, dont le Caucase, etc. Donc dans ce cas-là, les affaires est donc jugées par une formation collégiale de 3. Parmi les 3, il y a un représentant du HCR, nommé, enfin représentant n'est peut-être pas le mot exact, il est nommé par le HCR. Il siège à la gauche du président. L'autre assesseur est nommé, dit le assesseur Conseil d'État, il est nommé par le Conseil d'État. Souvent, c'est un ancien directeur de l'administration centrale ou un ambassadeur réputé pour sa connaissance du pays.
ils n'arrivent pas à s'entendre sur la solution. En tout cas, ils ont des doutes. Le président de la formation de jugement est lui seul. C'est un pouvoir qui lui appartient. Mais il peut ordonner ce fameux supplément d'instruction qui maintenant est codifié dans le pouvoir qui est tiré de décret du cours du 16 août 2013. Et il peut ordonner un supplément d'instruction à l'effet pour les deux parties, c'est-à-dire pour le demandeur d'asile d'une part, pour l'OFPRA d'autre part, de répondre à la question est-ce que monsieur, vous venez-vous, disons, de l'État de Borno, de cet État du Nord-Est. Et tout cela dans la limite des 30 jours après l'audience. Et donc un supplément d'instruction est communiqué aux deux parties, dont l'OFPRA, qui a des experts, des officiers de protection qui connaissent en principe le Nigeria. Et donc, et au bout de 30 jours après l'audience, donc le point de départ, c'est l'audience. Si au bout de 30 jours, première hypothèse, si aucune des deux parties n'a répondu et n'a donné d'éléments d'instruction utile, de deux choses l'une, ou la formation du jugement considère qu'elle est, du fait des informations limitées, elle a malgré tout assez d'éléments pour statuer, par exemple pour rejeter au vu du peu de crédibilité de la demande d'asile au requérant, elle rejette sans organiser une nouvelle audience. Si au contraire, elle estime que certains éléments ont été fournis par une des deux parties, elle organise dans un délai très bref, et la jurisprudence du Conseil d'État depuis le mois de janvier dernier nous a précisé, nous a sanctionné lorsque vous n'organisez pas les choses dans un délai très bref, une nouvelle audience. Et dans cette nouvelle audience, ce seul point sera discuté. Et donc, suivant les réponses à la nouvelle audience, bien entendu, la formation de jugement devra trancher le litige, devra donner une solution, accorder une protection internationale, ou au contraire, donc rejeter la requête. Alors, moi-même, j'ai organisé, je précise, des audiences supplémentaires au sens de ces dispositions de l'actuel article RC 532-51, ex-R 733-29, avant le 1er mai 2021. Sur ce point, par exemple, ou alors sur le point de la nationalité. Est-ce que monsieur X, qui prétend être, par exemple, mauritanien devant moi, n'est-il pas en réalité un Sénégalais? Inquiétude, hypothèse, interrogation fréquente devant nos formations. J'ai moi-même organisé une audience supplémentaire à la suite de la première pour déterminer si un certain requérant était mauritanien, sénégalais, seulement mauritanien ou seulement sénégalais. Nous avons eu des éléments d'appréciation entre la première audience, la seconde et le délibéré final. Donc, on peut considérer que cette procédure, si vous voulez, qui est exceptionnelle dans les juridictions administratives françaises, en tout cas, est un élément pivot, un élément phare de l'importance de l'oralité devant la Cour nationale des droits d'asile, mais aussi, on pourrait dire, de ce mixte ou de ce fine-tuning, disaient les économistes keynésiens d'il y a quelques décennies, entre la procédure écrite, qui reste de droit commun, et l'utilisation de l'oral, mais encadrée effectivement par des décisions précises et par des délais précis. 30 jours après l'audience, la nécessité de communiquer aux deux parties la question qui a lieu de préciser, et la possibilité d'organiser une nouvelle audience. Et tout cela sans renvoi de l'affaire. Donc, la question du taux de renvoi qui préoccupe éventuellement beaucoup de personnes et le gestionnaire de la Cour nationale des droits d'asile ne se pose pas, puisque l'affaire, il s'agit d'un supplément d'instruction, alors que par ailleurs, je signale que l'expertise, qui est la mesure d'instruction écrite phare devant beaucoup de juridictions, qu'elle soit administrative ou judiciaire, et existe comme possibilité dans la Cour nationale des droits d'asile, mais n'est presque jamais utilisée. Et en gros, il y a une expertise tous les 3 ans, si je puis me résumer, et encore, c'est peut-être un peu optimiste ou pessimiste, selon la manière dont on prend la chose. Mais donc, c'est vrai que, par exemple, le non-usage en pratique de l'expertise pour des raisons évidentes, et il faut que les procédures d'asile soient encadrées dans le temps,
la célérité du juge est certes une obligation de tous les juges administratifs et judiciaires, mais pour le juge de l'asile, elle est une sorte d'impératif catégorique, puisque le délai d'asile, le délai de procédure devant nous a des conséquences budgétaires notamment, et des conséquences aussi sur la situation réelle ou juridique du requérant, puisque alors budgétaire, parce que souvent les demandeurs d'asile sont dans des CADA, dans des centres de demandeurs d'asile ou dans des formes de logement subventionnés par les pouvoirs publics en France. Et du point de vue, par ailleurs, de traitement de l'ensemble des affaires devant l'administration et devant le juge administratif français, une demande d'asile qui s'éternise, par exemple 2 ans, 1 an, 2 ans, le délai moyen chez nous est plutôt en théorie, donc de 5 mois pour la procédure normale pour le juge collégial et de 5 semaines pour le juge unique. Même si ce délai est dépassé, on peut dire que ce délai, s'il était dépassé, a des conséquences sur la situation du demandeur d'asile qui devient, en cas de rejet, donc un sans-papier, entre guillemets, un étranger en situation irrégulière, ce qui a des conséquences sur les décisions d'éloignement, mais aussi sur les futures procédures devant le juge administratif de droit commun. Donc, de sorte qu'on peut dire que ce mixte entre procédure orale et procédure écrite devant la CNDA est stratégique à tous égards, à la fois sur le plan des droits fondamentaux, mais aussi sur le plan de la gestion administrative et financière de l'ensemble de ces affaires et de la situation des demandeurs d'asile. Donc, j'ai terminé l'essentiel de ce que je voulais dire. Applaudir, c'est tout pour de vrai.